Bonjour Jean-Loup Bourlange. Bonjour. Vous êtes député MoDem des Hauts-de-Seine. Vous êtes un Européen convaincu, longtemps élu au Parlement européen. Alors on va parler un petit peu de l'Allemagne. Le SPD hier a donné son accord pour participer à la grande coalition d'Angela Merkel. Est-ce que vous dites ouf, on peut enfin retravailler avec Angela Merkel, ou est-ce que vous dites attention, celle-ci a négocié pendant presque 6 mois pour arriver à un mode de gouvernement et un programme qui est un peu bancal? Non, je dis ouf, parce que je crois que justement le programme n'est pas trop bancal. Je pense qu'il y a un accord de fond entre les tendances dominantes de la CDU et les tendances dominantes du SPD, un programme que, du temps de Raymond Barre, on aurait qualifié de libéral, social et européen, alors que je pense qu'il n'y a pas du tout d'accord possible entre la droite et l'extrême droite, et qu'il n'y a pas d'accord possible entre la gauche et l'extrême gauche. Donc c'était la seule combinaison possible? C'était la seule combinaison possible. Elle a été très laborieuse à établir, parce que nous sommes dans un monde, et l'Italie offre un peu le visage contraire d'ailleurs, nous sommes dans un monde qui se caractérise de deux manières, un monde politique en Europe. Nous avons une très forte poussée populiste qui gonfle les extrêmes à la droite et à la gauche, l'AfD, par exemple, en même temps, en Allemagne, les rangs ne leur permet pas du tout, à ces populistes, ne leur permet pas du tout d'offrir une alternative de gouvernement. Et donc ça entraîne par contre-coup une pression, une concentration, on a vu en France avec Macron, qu'on voit aujourd'hui en Allemagne, et qui sera beaucoup plus difficile à élaborer en Italie, mais qui est assez semblable de nature entre le centre droit et le centre gauche, qui reste la seule formule cohérente avec une politique gouvernementale qui tient la route. Sur un certain nombre de sujets, disons, régaliens, qui restent dans les mains de la droite allemande, et d'Angela Merkel en particulier, les positions se sont beaucoup durcies par rapport, par exemple, à ce que souhaiterait Emmanuel Macron. Est-ce que là, il y a un problème ? Écoutez, je ne sais pas si elles se sont durcies. On voit bien, il y a deux axes dans les accords de gouvernement un peu partout. Il y a le problème du renforcement de la zone euro. Et là, sur ce point, je ne sais pas si on ira très loin dans la direction que préconisent les Français, qui est un peu plus de souplesse que du temps de M. Schäuble, mais en tout cas, les socialistes ont nettement relayé un certain nombre de thèses qui étaient les thèses françaises, et on peut dire que l'équipe gouvernementale allemande sera plutôt plus proche des thèses françaises que l'équipe précédente. Et deuxièmement, il y a le problème migratoire. Et le problème migratoire, il y a évidemment une sensibilité de très grande inquiétude partout en Europe devant le caractère incontrôlé des mutations migratoires. Ce n'est pas forcément un enjeu anti-européen. Car après, la question se pose de savoir si on gère cette pression, cette inquiétude de l'opinion pays par pays ou ensemble. Par exemple, en Italie, on voit bien que si les Italiens se tournent contre l'Europe, c'est parce qu'ils estiment que l'Europe les a laissés tomber. Et les a laissés tout seuls face à des vagues migratoires absolument massives. Ce qui donne effectivement des résultats qui ne sont pas encore définitifs à cette heure-ci sur les élections législatives d'hier, avec les deux premiers partis qui sont le mouvement 5 étoiles et la Ligue, qui sont des mouvements clairement populistes. Plus de 50% des voix, semble-t-il, pour ces deux mouvements. Oui. Conséquence? C'est assez grave. Clairement populiste, oui. Si on comparait avec la France, ça signifierait Le Pen et Mélenchon oui. à plus de 50%. Donc c'est assez préoccupant, mais on ne peut pas comparer avec la France. Parce que ça ne se passe jamais tout à fait comme ça chez nos amis italiens. Notamment, ce qui est très frappant, c'est que personne ne sait ce que va faire Cinque Stelle. M. Di Maio, son jeune et brillant leader, ne paraît pas beaucoup plus informé que nous d'ailleurs sur ses intentions ultimes. Et en tout cas, il y a une chose très importante, c'est qu'ils ont rompu, exactement comme l'extrême droite autrichienne, ils ont rompu avec l'attitude anti-euro. Or, quand même, le noyau dur de l'engagement européen aujourd'hui, c'est la préservation et le développement de la zone euro. Donc, il y a quelque chose qui est très nouveau. Quant à M. Salvini, à droite, la Lega, là, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais ça risque quand même d'être très, très difficile pour le centre droit de M. Berlusconi, donc on appelle le centre droit de M. Berlusconi, mais qui est beaucoup plus européen, puisque le leader, c'est M. Tajani, qui est l'actuel président du Parlement européen. Pas du tout évident que ce parti accepte d'être dirigé
par M. Salvini, alors qu'apparemment la Lega est en tête par rapport à Forza Italia. Dans les forces de droite, la Ligue semble être devant le parti de Berlusconi, ce qui lui donne effectivement un avantage pour former éventuellement le gouvernement. Un mot quand même sur le grand perdant de ces élections, c'est Renzi, Matteo Renzi, l'ancien Premier ministre italien. Est-ce que ça n'est pas la preuve que les réformes et les premiers résultats en matière sociale et économique ne suffisent pas à faire une victoire? Écoutez, Renzi, c'était vraiment prévu. Hein. Moi, je voyais, ce sont des gens qui sont très proches, très proches du MoDem, très proches de nous. Ils étaient très, très inquiets. Il faut quand même faire la part. D'abord, le bilan n'est pas mauvais. Le bilan de sortie n'est pas mauvais. Il y a eu cette espèce de terreur migratoire, ce reflux sur l'Europe pour les raisons qu'on a indiquées tout à l'heure. Il y a surtout un rejet personnel de Renzi. Mais qui n'était plus au pouvoir. Qui n'était plus au pouvoir, mais alors c'est là où on voit que M. Gentiloni, le président du Conseil, qui est un homme tout à fait remarquable et assez bien vu, c'est une sorte de Macron qui n'aurait pas eu soit le courage, soit le cynisme, je vous laisse l'appréciation, de tuer son Hollande, c'est-à-dire Renzi. Renzi était très perdu de popularité dans l'opinion italienne depuis son échec référendaire. Gentiloni était plus apprécié que Renzi, mais il n'a jamais franchi la ligne jaune. C'est pas son tempérament. J'espère que c'est un homme qui réapparaîtra. Vous qui soutenez assez clairement Emmanuel Macron, personnellement, et avec le MoDem, est-ce que ça n'est pas quand même une leçon assez préoccupante pour ce gouvernement qui réforme, qui a de premiers résultats en matière économique, probablement, on va le voir assez vite, en matière sociale, mais qui reste empêtré dans des affaires liées aux migrations, à un certain nombre de réformes que les populistes prennent et poussent devant eux, la ruralité, le pouvoir d'achat. Est-ce que tout ça n'est pas la preuve qu'on peut faire des réformes, on peut avoir des résultats et être battu? Je crois que la ruralité n'a pas la même importance. C'est un thème qui est très fortement exploité par les élus de LR, mais c'est un thème qui n'a pas une aussi forte... Je ne parle pas de la politique agricole, qui, elle, est un véritable problème, mais ce n'est pas la même chose que le problème rural. Je crois que le problème rural, c'est le problème un peu gonflé quand même. Les gens ne sont pas dans une situation de désertification des services publics, ça n'est pas vrai. Il y a un problème agricole. En revanche, sur le problème migratoire, je crois que c'est très net. Nous avons besoin d'une grande fermeté. Une fermeté qui n'empêche pas que nous devons accepter, assumer nos obligations. Nos obligations, c'est simple, hein. C'est le droit d'asile, il y a des conventions internationales où nous sommes engagés, c'est le regroupement familial, ce qui ne veut pas dire qu'on est obligé d'accueillir toute une tribu, il faut accueillir la famille. L'opposition actuelle reproche à Emmanuel Macron de mettre en place des conditions d'un élargissement du regroupement familial. Oui, il faut regarder. Moi, je trouve que tout ça, c'est une question de... Et puis il y a les étudiants, le troisième facteur. En revanche, je crois que il y a un point clair, c'est que sur l'immigration économique, personne n'en veut trop en France, mais il y a un point pas du tout clair, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne sont ni à proprement parler des réfugiés économiques, ni des réfugiés, enfin qui sont des gens qui veulent simplement trouver un emploi, mais simplement des gens qui ne peuvent plus vivre pour des raisons climatiques ou pour des raisons économiques en Afrique ou ailleurs. Là, on est en face d'un très très grand défi. Moi, je crois qu'on ne peut le résoudre que par une politique extrêmement active qui ne peut être qu'européenne, qui sera d'abord une politique, là je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, tournée vers les pays de départ, vers l'Afrique, vers le Moyen-Orient. Il faut qu'on soit évidemment beaucoup plus actif. C'est l'histoire et la géographie qui se rappellent à nous. L'Europe a cessé d'être une petite île coupée de toute réalité géopolitique, ce qu'elle était depuis 1945. Réponse européenne donc, et nationale, bien sûr, pour ces problèmes très complexes. Il faut effectivement que ce soit plus ferme et beaucoup mieux monté. Dans la plupart des changements qui sont en cours, on voit bien que l'essentiel, c'est de changer le comportement pratique de tous les agents publics. C'est ça qui est en cause, bien davantage que des réformes théoriques. Merci Jean-Luc Bourlanges.